Allez, on est de retour. On va dire encore quelques mots sur le Niger. Makaboulfan, vous aviez la parole. Oui, je disais que nous étions dans une logique, l'instabilité, en fait, que va causer cette motion de censure, si elle était réussie, n'est pas forcément une bonne chose pour la préservation même de la sécurité. Et nous tous, nous savons que des gouvernements qui partent et qui reviennent ne sont pas une bonne chose pour un climat serein. Et ce qui s'est passé même au Mali, comme les confrères en faisaient cas tout à l'heure. Bien avant le Mali, même le Burkina. Le Burkina, on avait changé en ce temps de Premier ministre. À cause de la situation sécuritaire du pays. Oui, on avait changé, mais ce n'était pas dû à la suite d'une motion de censure. Vous savez, si le président de la République, qui nomme le Premier ministre, voit ou sent qu'il y a besoin de changer le Premier ministre, oui, mais un président de la République qui n'est pas préparé, une majorité qui n'est pas préparée à changer la tête de la primature et que l'opposition le lui impose, et même si elle bénéficie du soutien d'un certain nombre de personnes de la majorité, ça crée une certaine instabilité dont peuvent profiter les différents groupes rebelles qui sévissent en termes de terrorisme. Et je pense que le message que voulaient porter ceux qui ont porté cette motion de censure a été entendu, et à mon avis c'est le plus important. Dès que la motion a été rejetée, le Premier ministre Brégui Rafini a déclaré « Nous allons encore continuer à gouverner ». La question n'est pas de... C'est pour emmerder les gens, là. La question n'est Et pas vous avez vu quelques jours après, il y a un autre attentat. Je pense qu'il faut que l'actuel gouvernement nigérien comprenne les limites dans lesquelles il se retrouve, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Tenir des propos comme ça à la suite d'une si grande rencontre émanerait à la limite d'une provocation. On n'en est pas là. Il est là depuis 2011, d'après ce que nous avions appris. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui quand on recense le nombre d'attentats perpétrés sur le sol nigérien depuis que ce Premier ministre est là? C'est grand. Qu'est-ce que son gouvernement fait pour sécuriser la population nigérienne? Il n'est pas là pour... Oui, mais au même moment, est-ce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement restera croisé? Oui, les choses vont changer. Parce que je le dis comme ça, parce que vous avez vu au niveau du Mali, on a changé sous Meilou parce qu'il y a eu l'attaque à Ogo Sagoupel, qui a fait plus d'une centaine de morts. Le Premier ministre Boubou Sissé est arrivé. Quelques jours après, il y a eu encore quasiment dans le même ordre une attaque dans un village. Ça relance la question de la capacité de nos gouvernements, des gouvernements des pays africains à véritablement s'employer pour combattre ce fléau-là. Même si aucun pays au monde aujourd'hui ne peut se prévaloir qu'il a réussi à combattre le terrorisme, il y a quand même des efforts qui sont faits à certains niveaux. Ça se sent. Par contre, pour le cas du Niger, c'est assez flagrant. Les terroristes débarquent dans un village et puis ils tuent, ils pépètent des attentats, ils font ce qu'ils ont envie de faire, après ils repartent. Et derrière, la population n'arrive plus à véritablement comprendre ce qui se passe. Et donc, ce Premier ministre, j'aurais été à sa place, que j'aurais fait profil bas, reconnaître mes limites et peut-être faire des propositions pour qu'ensemble nous puissions véritablement aller à la sécurisation des territoires, territoires nigériens. Juste placer un mot, même si on ne pourra pas combattre à 100% ce phénomène qu'est le terrorisme, au moins on peut limiter les attentats. Je veux donner juste l'exemple du Nigeria. Sous Goodluck Jonathan, il y avait plus d'attentats que sous Buhari aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts. Aujourd'hui, le Niger, c'est vrai qu'il y a d'autres défis à relever dans le pays, mais exploite de l'uranium. Donc le Niger peut investir davantage dans son armée pour faire face efficacement à ce phénomène-là et sécuriser la population. Parce que c'est le Niger qui exploite l'uranium. Même au-delà, un simple investissement dans les armées ne suffit pas à faire face à cette menace qui, vous savez, on l'oublie souvent. C'est une menace non seulement asymétrique, mais qui pèse sur un certain nombre de pays dans la sous-région. Et même les pays réputés pour avoir les armées les plus fortes n'ont pas réussi à vaincre. Il parle de limiter ces attentats, parce que tous les jours, c'est les mêmes attentats, tous les jours, c'est les mêmes choses. Mais il faut quand même que l'armée nigérienne arrive à démontrer qu'elle est aussi capable,
si elle ne peut pas combattre totalement ce terrorisme, ben, qu'elle limite les dégâts. Ça s'est fait ailleurs. Dans les zones où la menace est véritablement là, aucune armée n'a réussi même à limiter les dégâts. Mais à chaque fois qu'il y a eu des réussites majeures, on est passé par des couloirs de négociation. Il y a eu des accords secrets ou non entre les groupuscules terroristes, le gouvernement. Mais à chaque fois, les armées, même les plus puissantes dans la zone, quand je prends l'armée nigérienne par exemple, l'armée camerounaise, l'armée tchadienne, elles ont eu quelques réussites d'éclat, mais elles n'ont jamais véritablement réussi à limiter. Non, ils ont limité. Comparons Buhari et Goodluck. Sous Goodluck, il y avait plus d'attentats qu'aujourd'hui. Oui, mais au même moment, il y a aussi... n'a pas réussi parce qu'il a mis la force militaire. Buhari a réussi parce qu'il a négocié avec un certain nombre de barons. Oui, c'est tout ce que nous demandons qu'on fasse au Niger. Moi, je pense qu'au Niger, même au-delà des attaques, je pense que le gouvernement, c'est vrai qu'il n'a pas la maîtrise du territoire total. Le Niger est un pays extrêmement vaste. Mais que le gouvernement, là, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait des efforts dans le cas du terrorisme. On peut estimer que ces efforts sont insuffisants, appeler à plus d'efforts. Et moi, contrairement même à des pays comme le Mali, l'armée nigérienne est outillée. Maintenant, être outillé non, je crois que là, la situation n'est pas la même. Parce que le Mali, une fois, a été attaqué de l'intérieur. Il y a des groupes djihadistes qui se sont déclarés ouvertement et qui ont voulu, à un moment donné, prendre le contrôle d'une partie du pays. Or, au Niger, ce n'est pas la même situation. Si la France sous Hollande n'était pas venue en aide au Mali à l'époque, je crois que une partie du pays serait annexée par ces groupes djihadistes-là. Alors que au Niger, c'est pas forcément la même situation. Je suis pessimiste sur l'aide que l'opération Barkhane a apportée pour repousser cela relève aussi les terroristes. De la volonté politique. Issoufou, l'actuel président Mamadou Issoufou, oui, partira forcément à la suite de son deuxième mandat, mais il laissera des séquelles. Il y a des promesses qu'il avait eu à faire lorsque il était en campagne. Il n'a pas pu gérer ces promesses. Et les Nigériens tiendront compte de cela. Pas forcément. Il faudrait que le scrutin soit transparent. Sinon, on va assister à la même chose que ce qu'on a vu l'autre fois en Mauritanie, où le sortant a tout fait pour faire passer son dauphin. Oui, mais c'était une élection. Si l'opposition mauritanienne était partie unie à cette élection, on ne serait peut-être pas changer les choses. D'accord. Mais il faut quand même... qu'on aura fait pendant des siècles. Il faut quand même... applaudir l'actuel président qui a promis ne pas toucher à la Constitution et de ne pas se présenter. Il ne l'a pas fait et je pense qu'il a déjà même désigné son dauphin pour ça, c'est bien déjà. 2021. Maintenant, le reste, on verra. On va aller maintenant au Soudan. Au moins 5 manifestants ont été tués dans les rassemblements massifs qui ont eu lieu dimanche pour réclamer aux militaires un transfert du pouvoir aux civils. C'est ce qu'a annoncé un comité de médecins proche de la contestation. 4 morts ont été rapportés à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum, et une 5e victime tuée d'une balle dans la poitrine dans la ville d'Antara, dans le centre du pays. C'est ce qu'indique également le même comité sur son compte Twitter, sans détailler les circonstances des décès à Omdurman. Thierry Afanoukoé, au niveau du Soudan, on a comme l'impression que les militaires ont la gâchette un peu trop facile. Non, c'est qu'ils veulent que les civils puissent reconnaître, je dirais, leur position et les laisser faire, parce que, quoi qu'on dise, c'est un pays gouverné depuis plusieurs années par des militaires. Donc, ils ont, je dirais, cela inné en eux et ils veulent continuer. Et puis, le Soudan, c'est un pays très vaste, très vaste. Je me demande, même si on confiait les rênes de ce pays à un civil, sans l'appui de l'armée, ils ne pourront pas faire grand-chose. Donc, il faut trouver... De toute façon, l'armée a son rôle également. Oui, mais il faut s'entendre sur l'essentiel. Il ne faut pas donner l'impression qu'on veut écarter l'armée de tout ce qui concerne la gestion du pays, parce que tant que c'est comme
ça leur serait difficile de se reculer pour faire place aux civils. Et puis ces civils-là aussi doivent prendre conscience pour ne pas faire passer à perte et à profit le mouvement qu'ils ont enclenché depuis un certain temps et qui a contribué avec le concours bien sûr de l'armée du départ de Béchir. Et il est très important qu'ils puissent mettre un break et aller véritablement à la table de négociation, s'entendre sur le nécessaire, parce que on est en train d'assister à un enlisement de la situation. Vous voyez que la communauté internationale n'est plus trop regardant sur ce qui se passe, en tout cas à mon avis, aujourd'hui au Soudan. Donc, et le peuple doit savoir qu'il est en train de perdre en quelque sorte un soutien de taille. Ce qui est sûr, ils ne pourront plus réaliser le même exploit qu'ils ont eu à réaliser en faisant partir Béchir. Donc, ils sont obligés de composer avec l'armée. Alors ici, pour ces manifestations, les militaires ont accusé des groupes non identifiés, des individus non identifiés qui ont tiré sur la foule. Mais c'est eux, les militaires, qui sont aux affaires. C'est le même discours que cette armée tient depuis qu'elle a tiré sur les manifestants. Vous vous rappelez le 3 juin dernier, voilà, 128 morts. Ouais, c'était le même discours. Et quelques jours après, elle a reconnu que les tirs venaient de l'armée. Cette armée, en tout cas, n'a jamais été sérieuse envers elle-même et envers la population soudanaise. C'est pour cela que le peuple soudanais ne veut pas lui accorder sa confiance. Puisque très tôt, lorsque Béchir est parti, le général qui avait pris le pouvoir a été chassé aussi, et celui qui l'a succédé a très vite décliné les couleurs politiques de la transition qui allait suivre. Et ces couleurs politiques ne se retrouvaient pas dans les exigences de la population qui a réussi à faire partir Béchir. Et donc très tôt, il y a eu cette opposition entre les deux partis. Et l'armée, comptant sur sa capacité de frappe et sa capacité de nuire, n'a pas hésité à tirer sur la population. Il y a eu une centaine de morts. Mais comment une armée qui est censée protéger la population peut-il retourner l'arme contre cette population et après venir sortir des arguties du genre, c'est des groupes armés qui ont tiré sur les manifestants. Donc, il faut à un moment que cette armée arrête de tuer parce qu'elle a envie de conserver le pouvoir. À la suite du voyage de l'actuel général, l'actuel président, voilà, il a eu à faire un voyage dans les pays musulmans, etc. À son retour, il a fait la promesse que les discussions allaient reprendre. L'Union africaine avait également mentionné cela, mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? Mais si cette armée veut véritablement assurer la transition pour la période qu'elle a demandé, qu'elle se manifeste et qu'elle manifeste sa réelle volonté d'aller à l'apaisement de la situation, parce que les manifestants ne sont pas armés et les lois du Soudan les autorisent à faire des manifestations. Donc, laissez la population manifester, ou alors si vous n'êtes pas d'accord, appelez les manifestants, asseyez-vous avec beaucoup de volonté, discutez pour que le départ de Béchir ne soit pas aujourd'hui considéré comme un échec. Alors Marc, on est clairement dans une sorte d'enlisement au niveau du Soudan. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un enlisement. Je pense juste qu'il y a une mauvaise évaluation des rapports de force par chacun des protagonistes. Les manifestants eux-mêmes et les gens leur font croire que ce sont eux qui ont fait partir Béchir, alors que c'est la pire des erreurs à faire dans le cas soudanais. Béchir n'est pas parti parce que un certain nombre de manifestants, fussent-ils des milliers, sont sortis dans la rue. Mais Béchir est parti parce qu'à un moment donné, l'armée l'a lâché. Et donc, oui, mais au même moment, l'armée l'a lâché parce que des gens sont sortis pour réclamer. C'est relatif, parce que dans d'autres pays, des gens sont sortis pour réclamer et les armées n'ont jamais lâché les présidents. Et dans d'autres pays aussi, les gens n'ont pas eu... L'armée n'a pas eu besoin... L'armée n'a jamais eu besoin des manifestants pour lâcher. C'est vrai que les manifestations ont créé un cadre qui ont permis à l'armée de lâcher Béchir. Mais les manifestants croient aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue croient aujourd'hui que c'est eux qui ont fait partie Béchir. Et on le dit, oui, les manifestations ont fait partie un président qui a fait 8 ans de pouvoir, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Et je pense que c'est cette pseudo-bulle dans laquelle se retrouvent les manifestants qui les empêche de voir le rapport de force réel. Le rapport de force sur le terrain,
c'est que l'armée a toujours gouverné pendant 28 ans et l'armée n'entend pas changer de méthode de gouvernance, de système de gouvernance. Ce que l'armée veut, c'est de faire une sorte de transition colorée avec un certain nombre de civils plus ou moins dociles pour changer la tête. Parce que l'armée a trouvé dans l'opportunité des manifestations une manière de changer la tête du pouvoir sans pour autant changer le système. Malheureusement, les manifestants, eux, sont dans leur lune, ils croient que l'armée va leur faire des cadeaux. Et avec ce massacre du 3 juin dernier, on a tous compris que l'armée avait véritablement les rênes du pouvoir et l'armée n'était pas prête à lâcher du lest. Maintenant, il revient aux manifestants de faire une bonne évaluation du rapport de force. Parce que dans beaucoup de pays où il y a eu des révolutions, c'est ce rapport, cette évaluation du rapport de force-là qui a manqué. Et l'armée a tout simplement rappelé, et excusez-moi, pendant les dernières manifestations, aux manifestants qu'ils avaient encore toutes les cartes en main. Reste à espérer que le conseil, en tout cas devant les manifestations, le conseil des travailleurs, je pense, qui ont appelé à ces manifestations-là, fassent une lecture idoine donc de ce message que l'armée leur envoie et reviennent s'asseoir à la table de négociation. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, parce qu'ils pensaient, parce que tout le monde entier pensait que les manifestants avaient les cartes du jeu en main, on leur a fait croire qu'ils pouvaient mettre pression sur l'armée. Ils sont allés à la table de négociation, ils ont exigé des choses sur lesquelles l'armée n'était pas prête à lâcher. Aujourd'hui, je pense que l'armée est prête à offrir un certain nombre de postes plus ou moins importants à des civils au sein d'un conseil de transition. Il faudrait que les civils prennent conscience du rapport de force, parce qu'autrement, on va compter les morts, on pourra tirer à boulet rouge sur cette armée-là qui n'est pas humaine, qui retourne l'arme sur ceux qui sont censés protéger, mais la situation, elle va demeurer telle qu'elle. Et toutes les manifestations que la société civile soudanaise va appeler sans l'accord express de cette armée-là auront ce même sort jusqu'à ce qu'ils ne reviennent s'asseoir à la table de négociation pour véritablement, je pense, trouver un accord avec les militaires. Le problème fondamental aujourd'hui entre les protagonistes au Soudan, c'est que les manifestants n'ont pas confiance à l'armée. Pourquoi? Parce que très tôt... Elles n'ont pas confiance, mais elles sont obligées de composer avec cette armée-là. Sinon, on va assister à ce qu'on a vécu un peu en Égypte. Vous avez vu, l'Égypte est un peu comme le Soudan. C'est des pays souvent dirigés par des militaires, pas l'armée. Les manifestants ont accepté d'aller à la table de négociation. Mais c'est l'armée soudanaise qui avait rompu les négociations à la suite du massacre du 3 juin. C'est l'armée qui est sortie et a dit « nous arrêtons tout ». Oui, mais après, c'est cette même armée qui a encore fait une main tendue. Et donc, les manifestants ont exprimé leur volonté d'aller. Le problème ici, c'est le partage des acquis que Béchir a laissés. L'armée veut accaparer beaucoup. Et au même moment, l'armée soudanaise ne donne pas les garanties d'une gestion saine. Est-ce que c'est l'armée qui veut accaparer ou l'armée a déjà en main? C'est ce que beaucoup oublient. C'est l'armée qui va partager plutôt. Et l'armée veut donner bien ce qu'elle veut, à qui elle veut. Non, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, c'est des réalités à ne pas perdre de vue. J'ai donné l'exemple de l'Égypte. Vous avez vu avec le mouvement. Vous avez vu avec le mouvement, les frères musulmans sont arrivés au pouvoir. On a crié qu'on a chassé Moubarak. Mais quelques temps après, l'armée a repris les choses. C'est des pays fortement armés et dirigés d'ailleurs par l'armée. Donc on est obligé de composer avec eux. Sans quoi, même si on laisse des civils prendre le pouvoir au Soudan, moi je parie que du jour au lendemain, cette même armée-là va déposer ce civil-là. Au départ, après la chute de Béchir, qu'est-ce qui s'est passé? Chacune des deux parties avait été maintenait sa position. Il y a une partie qui parle de 3 ans, de transition. L'autre qui dit non. Toutes les deux parties étaient focalisées sur leur position. Alors que dans les deux parties, il y a un rapport de force qu'on oublie. C'est qu'en maintenant leur position, les gens oublient qu'il y a quelqu'un
qui a un rapport supérieur, et dans ce cas, qu'il peut mettre dans la balance. Oui, mais et c'est ce que l'armée a fait le 3 juin l'armée dernier. soudanaise va tuer tous les Soudanais pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est quand même assez ahurissant. Mais vous savez, donc ça veut dire que dans sa volonté de garder le pouvoir, l'armée soudanaise va tout le temps qu'il y aura des manifestations, sortir les armes, tirer sur la population parce qu'elle a envie, parce qu'elle a un rapport de force qui dépasse. Je ne crois pas. C'est trop facile. À un moment donné, si l'armée trouve qu'elle ne s'en sort pas, elle va décréter l'état d'urgence. Et il n'y aura plus de manifestations. Mais qu'est-ce que la société civile soudanaise a fait? Non, des manifestations. Non, il n'y aura plus de manifestations. Donc le mieux, c'est de savoir négocier. L'armée est prête. La société civile soudanaise aujourd'hui a accepté d'aller à la table de négociation. C'est pour ça que je dis que cette société civile-là, ils ont été fourbes. Non, pourquoi? Laisse-moi terminer. C'est moi qui avais la parole. Ils n'avaient pas la maîtrise du rapport de force. Au départ, ils ont pensé qu'ils étaient plus forts que l'armée, ou qu'ils pouvaient, comme ils ont fait basculer Béchir, ils ont pensé qu'ils ont fait basculer Béchir et donc ils pouvaient tenir tête à l'armée, alors qu'eux n'ont jamais fait basculer Béchir. Béchir a été lâché par l'armée et c'est pour ça que Béchir. À l'heure où nous parlons, les réalités sont différentes. Au lendemain du départ de Béchir, je disais tout à l'heure que les deux partis étaient positionnés radicalement. Personne ne voulait fléchir, ni l'armée ni la société civile. Oui. Mais très vite, lorsqu'il y a eu le massacre, lorsqu'il y a eu des décisions qui ont été prises, lorsque l'armée a dit nous mettons fin à au dialogue, la société civile est revenue sur sa position. Maintenant, il reste à l'armée de faire pareil. C'est tout ce que la société civile lui demande. Mais justement, est-ce que cette société civile aussi ne se comporte pas comme maître du jeu et prend le peuple comme un bouclier humain, alors que ce qu'on leur demande, c'est d'aller négocier, puisque la transition, c'est pas la fin du Soudan. Hein. On a comme l'impression, comme dans leur esprit, nous voulons tout prendre dans la transition, mais ce n'est qu'une transition. Est-ce que à l'heure où nous parlons, est-ce que la société civile a été invitée à une table de... Oui, je pense que le Premier ministre éthiopien est intervenu dans le jeu pour inviter les deux parties à la table de négociation. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit oui, nous sommes favorables. Il a même fait une proposition d'un conseil de transition 50-50. Voilà. Et c'est ce que l'armée ne voulait pas. Parce que elle a la capacité de massacrer. Et donc, elle veut s'imposer. Elle a voulu négocier. L'armée soudanaise n'a jamais voulu négocier. Quand l'armée a fait partir Béchir, l'armée aurait pu dire, voilà, nous prenons avec tous les postes. Et ils auraient même pu commencer le massacre, même avant le départ ou juste après le départ de Béchir. Mais l'armée a eu tout le temps de négocier avec des civils qui étaient inconséquents, qui étaient venus à la table parce qu'ils voulaient la tête de la transition, parce qu'ils voulaient des postes clés comme la défense, alors que nous savions tous que c'est l'armée qui a géré ce pays les 28 dernières années. Oui. L'armée a fait partie. Quel était le bilan de Béchir aujourd'hui, après 30 ans de pouvoir? Aujourd'hui, quand vous allez au Soudan, quand vous allez au Soudan aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe aux yeux en premier? La famine, la guerre, la pauvreté. Oui, David. Jusqu'à un moment, Béchir était obligé de lancer des appels à l'endroit des pays du bloc musulman pour solliciter de l'aide financière. Vous avez été... Vous aviez été... Vous dites que l'armée... Voilà, il ne faut pas oublier. Quelle guerre? C'était une invention pour quelle guerre? Bien avant le Darfour. Il y a un pays qui a subi une sécession. Le problème de Darfour a été résolu. Le Soudan a été divisé en deux. Oui, mais la partie la plus riche est au sud. Mais pendant 28 ans, il était resté au pouvoir. Il avait la partie la plus riche aussi. Béchir avait la partie la plus riche aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait partie? C'était l'augmentation du prix du pain. D'accord. C'était l'augmentation du prix du pain qui a fait partir. Vous avez fait 38 ans, 28 ans au pouvoir. Et c'est le pain qui vient vous faire partir. Ce qui a fait partir Béchir, c'est l'armée. Si l'armée
n'avait pas voulu faire partie de Béchir, on aurait eu 1001 manifestations. Béchir serait resté au pouvoir. Moi, j'en doute fort. Béchir serait toujours le président. D'accord, mais on va. Il faut aujourd'hui que les civils prennent conscience. Vous faites 28 années au pouvoir Ils n'ont pas le rapport de et force c'est en le leur pain, faveur. la baguette Ah, de pain. D'accord, on va marquer la pause. On va marquer la pause et on revient. Après 28 ans. On va revenir, on va revenir en après le Afrique, journal si vous beaucoup voulez bien. fragilisé le